Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de langage. Donc, je vais vous inviter déjà à vous présenter, mais je pense que voilà que mes auditeurs vous connaissent un petit peu, mais peut-être qu'ils ne savent pas que le langage est votre spécialité. Mhm. Alors, je m'appelle Adrien Roche. Ça fait longtemps que je me passionne pour l'enseignement sous toutes ses formes. J'ai commencé par des études effectivement de linguistique et de français langue étrangère, brièvement par des études en orthophonie aussi, et avant de me tourner vers l'enseignement. Donc d'abord un bref passage par l'enseignement public avant d'être formé pour le 3-6 en Inde par Rukmini Ramachandran, puis pour le 6-12 à Londres avec Anne Dunn, une dizaine d'années en classe au Canada, à Avignon, puis à Montpellier, avant de devenir formateur pour les 6-12 ans, et donc d'être maintenant, pour le moment toujours encore, le seul formateur français AMI pour les 6-12 ans, et d'avoir ouvert le centre de formation pour les 6-12 AMI à Montpellier, il y a maintenant 6 ans, 6 ans. D'accord. Ah oui, je ne savais pas que vous étiez formé en Inde et à Londres. Oui, Donc, l'anglais ne vous pose aucun problème, j'imagine. pas trop. Bah, quand au niveau de l'avantage, la force de l'AMI, c'est justement le côté international. L'AMI est maintenant présente dans 149 pays au niveau des écoles Montessori. Et l'anglais reste la langue véhiculaire au niveau international. Donc, oui, si on veut travailler à grande échelle, on a besoin de l'anglais. Oui. Et dites-nous pourquoi vous vous êtes dirigé vers des études de linguistique, un peu d'orthophonie. Qu'est-ce qui vous attirait en fait dans ce domaine-là? Alors, plusieurs éléments de réponse. Mais le langage, c'est quelque chose qu'on étudie au final assez peu durant notre scolarité. De façon très formelle, on nous apprend le français avec des règles d'orthographe et de grammaire. Donc vraiment juste comme un outil, d'une certaine manière qu'on est censé maîtriser, mais rarement en tant que tel, en tant que sujet d'étude lui-même, assez peu. Hmm. Et moi, je m'intéressais beaucoup aux sciences cognitives, à la question de qu'est-ce que c'est la pensée, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on élabore une idée. Et le lien avec le langage est arrivé assez vite, de se rendre compte qu'il y a un lien chez les humains, en tout cas, assez impossible à séparer entre langage et pensée. Et du coup, de me demander, mais au juste, langage, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est parler? Pourquoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps? Comment est-ce qu'on parle en général? Et la difficulté qui est de dire que le langage est quelque chose qu'on construit du coup, dans les premières années de notre vie, de façon complètement inconsciente, et qui du coup est complètement intime. Intime au sens où il fait partie de nous, et c'est difficile de l'interroger. On a du mal à imaginer qu'est-ce que ça serait de ne pas parler, qu'est-ce que ça serait de parler autrement. C'est Hmm. quelque chose, la façon dont on arrange les phrases, dont on pense en mots, est aussi intime que la manière dont nos muscles se connectent à nos os. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on étudie rarement. Et j'ai donc eu envie d'explorer cette dimension intime et mystérieuse de l'humain que serait son langage. Hmm. Et est-ce que, tout ce que vous avez découvert pendant ces années de formation, donc avant de devenir éducateur et formateur Montessori, est-ce que tout ça a un impact dans ce que vous transmettez aux étudiants aujourd'hui? Alors, oui, je pense assez nettement. Déjà, la première chose, c'est que je suis passé donc brièvement par l'éducation nationale, puis j'ai rejoint l'éducation Montessori après. Et quand j'ai rencontré le programme d'éducation au langage en 3-6, je l'ai trouvé fabuleux parce que justement, il était linguistiquement correct. Il correspondait à ce que devrait être le langage, à la manière dont les enfants construisent leur langage, sans dogmatisme particulier et justement de façon assez proche de ce qu'on devrait trouver. Donc, oui, moi j'ai envie de partager ça avec mes étudiants sur le fait que la langue française, enfin les langues en général et la langue française, bah, elles ont des règles qu'au final les gens interrogent peu, questionnent peu. Une question aussi simple de combien est-ce qu'il y a de sons dans la langue française. Hmm. La plupart des gens sont incapables de vous donner une réponse exacte, Ouais. mais alors que c'est quelque chose qu'on devrait à peu près tous savoir. Mais donc oui, oui, ce genre de questions plus spécifiquement linguistiques, qu'est-ce que c'est la langue, même l'anatomie, qu'est-ce qui se passe quand les cordes vocales vibrent? Vous avez encore plein de gens, quand on vous leur dit corde vocale, qui imaginent doing, 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 plus une corde de guitare qui tremble comme ça. Donc oui, toutes ces questions-là, on s'en sert pour alimenter notre découverte du langage, et de la lecture, de l'écriture et du langage oral aussi.
Hmm. Alors, je me rappelle plus exact du nombre de sons exacts dans la langue française. Je me rappelle juste qu'il y avait un écart énorme entre le nombre de sons et le nombre de façons, enfin, le nombre la façon possible de les écrire. Je me rappelle juste que l'écart était énorme. Mais si vous pouvez du coup nous redire aussi pour les auditeurs le nombre de sons. Alors, le nombre de sons en français, ça dépend. Parce que dès qu'on arrive dans le langage, on arrive sur pas mal de ça dépend. Ouais. Ça dépend des variations régionales. Puisque par exemple, vous aurez la différence entre le 1 et le 1, qui va être plus marqué dans le sud, on la marque plus qu'au nord, par exemple, avec des variations régionales où ces deux langues où ces deux sons-là vont vraiment différer, entre les cheveux bruns et le brun d'herbe, qui peuvent être marqués différemment. Et on a aussi les deux A, le A d'avant et le A d'arrière, entre les pattes et la pâte, qui n'est pratiquement plus marquée chez les locuteurs du français moderne, qui elle était encore dans certaines classes sociales, mais qui n'est presque plus. Donc la plupart des locuteurs du français moderne ont utilisé environ 34 sons. Alors, techniquement 34 phonèmes, et Ouais. après on pourra parler de la différence entre son et phonème si vous voulez. Mais il y a certaines variations du français peuvent aller jusqu'à 36. Hmm. Moi, je suis en Bourgogne, alors on utilise encore un peu le A, le pat. Donc voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez bien, on va partager cet épisode en deux parties, le langage en 3-6 et le langage en 6-12. Comme ça, Mhm. pour nos auditeurs, ça sera bien, voilà, bien clair. Donc, commençons forcément par le 3-6. Est-ce que vous pourriez nous parler des étapes dans l'acquisition du langage? Enfin, je dis 3-6, mais peut-être 0-6 même. On pourrait dire 0,6. Alors, il y a deux éléments de réponse à votre question. L'acquisition du langage, que fait l'enfant spontanément, ou bien qu'est-ce que nous, on lui apporte en tant qu'éducateur Montessori. Alors déjà, commençons par ce que fait l'enfant spontanément. D'accord. Donc, le langage chez les humains est absolument inné. Ça a été amplement démontré ça a été théorisé par Pinker et Chomsky, ça a été maintenant prouvé de façon très très claire. Il y a eu des expériences un peu horribles qui avaient été menées dans l'histoire de vouloir élever des enfants sans langage, voir ce qui se passait. Ça se passe pas bien. Les enfants ont beaucoup de mal à développer une pensée cohérente. Mais la capacité donc à parler, c'est quelque chose qui est absolument inné dans le développement humain et pour laquelle on est biologiquement programmé. Comme beaucoup de choses dans le développement humain, le langage est peut-être l'exemple le plus clair de ça, c'est qu'on est programmé pour développer un langage ou même des langages, mais que ce potentiel de langage va se réaliser en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. C'est comme s'il y avait une case vide qui demandait à être remplie, comme si cette espèce de case dans le cerveau pour le langage, c'est une éponge qui avait besoin d'absorber tout ce qui se passerait autour de lui. Donc, l'enfant est naturellement, biologiquement programmé pour acquérir le langage des adultes autour de lui. En priorité, le langage qui est utilisé pour lui parler à lui. Aussi, éventuellement, le langage qu'on parle autour de lui, mais surtout et d'abord celui qu'on parle à lui. Qu'est-ce qu'il acquiert en premier? La première chose qu'il va acquérir, c'est justement ce dont on parlait, c'est-à-dire les sons et la différence entre son et phonème. Alors, précisons un peu rapidement cette différence. Euh, Quand je vous dis le mot pain, pardon, tiens, rein plutôt, un rein, je peux dire rein, 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 rein. Objectivement, tous les sons que vous avez entendus au début de ce mot sont des sons différents. Je ne les ai pas fait de la même manière dans la bouche, ils ne sonnent pas de la même manière dans vos oreilles. Pourtant, votre cerveau les interprète tous comme ayant la même signification et que tout ce mot va être le même. Ce son signifiant, c'est ce qu'on appelle un phonème. Et le fait que votre cerveau va pouvoir prendre une assez vaste variété, un continuum de sons suffisamment proches les uns des autres, et grosso modo les ranger dans la même case dans votre cerveau comme ayant la même valeur. Mm. Et c'est arbitraire. Toutes les langues n'utilisent pas les mêmes. Il y a une assez grosse diversité dans le monde. On a des langues avec une grosse vingtaine de phonèmes. Donc le français en a entre 34 et 36. Vous avez des langues qui en ont une cinquantaine. Et c'est complètement arbitraire. Et toutes n'utilisent pas les mêmes. Certaines vont avoir beaucoup de consonnes. Par exemple, la plupart des langues sémitiques, comme l'arabe, ses variantes orales ou l'hébreu, vont avoir très peu de voyelles et beaucoup de consonnes. Et alors qu'une langue comme le français va avoir un système vocalique, donc basé sur les voyelles, très riche. Et la difficulté pour l'enfant,
c'est que justement, lui, il entend un flot continu. Lui, il va Mm. entendre rein, rein, rein. Et son cerveau a besoin d'abord de faire un tri, de faire un premier tri en disant, OK, quels sont ces sons qui sont signifiants, lesquels veulent dire quelque chose et lesquels ne sont pas pertinents. Et ce processus, comme tout processus de développement, c'est un processus d'élimination. C'est-à-dire que l'enfant va éliminer les sons qui n'ont pas de sens particulier pour lui. C'est comme ça qu'en français, on ne va pas faire la différence entre un lit ou un lit, entre une voyelle courte et une voyelle longue. Nous, si on réfléchit intellectuellement, on peut dire ah oui, là ça a été prolongé ou pas, mais il n'y a pas de différence de sens. Alors que pour un anglophone, entre beat et beat, là on a deux mots complètement différents. Le fait qu'en français, par exemple, on va parfois, si on termine un mot par un i, on va avoir parfois un chuintement. Si quelqu'un vous dit merci, parfois il y a une espèce de merci qui va se mettre en place, qui en français ne veut rien dire, mais pour un germanophone, tout d'un coup, va se dire ah, pourquoi est-ce qu'il a rajouté un ish derrière qui, pour lui, a une signification. Donc ce premier travail-là, donc de conscience phonologique, c'est-à-dire de conscience des phonèmes, l'enfant va le faire dans les premiers mois de sa vie. Grosso modo, à partir on estime entre 0 et 1 an, c'est le moment où la conscience phonologique se met le plus en place. Ce qui est important parce que selon les langues, elle peut être extrêmement différente. Dans la plupart des langues, beaucoup de langues asiatiques, vous avez des tons, c'est-à-dire que le fait qu'on dise ma, ça, ce sont des sons des valeurs sont différentes. Donc, on va vraiment avoir des notions, des sons qui peuvent être très, très surprenants, ou les langues à clics que vous avez en Afrique du Sud, donc qui sont pour certaines de ces langues, les langues khoisan, les langues de la famille Zoulou, sont des consonnes qui ont un véritable sens, que tous les humains du monde peuvent faire assez facilement, à un moment ou à un autre, pour dire oui ou non à quelqu'un, mais les utiliser dans votre langue courante comme une consonne, ça demande un entraînement qui est très difficile si vous n'avez pas été familiarisé dès l'enfance à le faire. C'est important aussi pour les enfants de justement arriver à faire la différence entre ces variations de sons qui vont avoir des valeurs phonétiques et le bruit d'une voiture, ou un claquement de main, ou un claquement de bouche s'il a un sens ou pas. Mm. La mélodie du langage, le fait que en français, par exemple, une phrase française, elle fait da 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 da. On est presque plat et on finit en descendant notre phrase. Ce qui n'est pas le cas en anglais, par exemple. Dans d'autres langues où là, on va avoir des accents toniques à différents moments de la phrase. Mm. Cette mélodie de la langue, elle aussi, qui est arbitraire, qui n'a pas de valeur particulière, c'est juste comme ça que les locuteurs d'une langue se sont mis d'accord entre guillemets pour arriver à la parler. L'enfant l'acquiert durant la première année de sa vie. C'est même une des premières choses qu'on entend. Quand les enfants babillent au bout de quelques mois, on ne peut pas encore reconnaître de son de la langue. Par contre, on peut commencer à reconnaître la prosodie. Il y a des vidéos qui existent où si vous entendez un enfant babiller, il babille en japonais, il babille en anglais, il babille en français, on peut déjà reconnaître ce moment-là. Donc, oui, allez-y. Est-ce que de 0 à 1 an, le bébé tire des statistiques de tout ce qu'il entend dans son environnement? Ah, c'est une jolie façon de le dire. Oui, il y a quelque chose de cette approche-là, de remarquer que les gens vont utiliser des variations, remarquer quels sont les mots qui correspondent ou pas. En linguistique, par exemple, quand on étudie une langue à notre niveau adulte, pour savoir si un son est pertinent ou pas, on va chercher ce qu'on appelle des paires minimales. Donc, par exemple, si j'entends que des Français, si je suis non francophone, que j'étudie une tribu reculée qui parle français, et que j'entends qu'ils disent rein, rein, et que pour eux c'est le même mot, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation. Mais si j'étudie des hispanophones et que j'entends que rota et jota, ça ce sont deux mots différents, ça veut dire que là, il y a une paire signifiante. Mm. Donc on peut supposer, mais là on est dans la supposition, que le cerveau de très jeune enfant est capable de ce genre effectivement d'approche statistique, de reconnaître ce qui est commun et ce qui ne l'est pas, pour arriver à voir qu'est-ce qui est signifiant et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Donc une fois que l'enfant a construit cette conscience chronologique, l'étape d'après, c'est le mot. C'est de commencer à utiliser des mots. Une des choses là qui est remarquable, c'est de voir que l'enfant très jeune a une fixation sur la bouche. Si vous avez déjà parlé à un bébé, le bébé vous regarde, il ne vous regarde pas vos yeux, il regarde votre bouche. Parce que justement, il est en train, lui, d'essayer de comprendre et d'expérimenter comment est-ce qu'avec sa propre bouche,
il va réussir à faire tous ces sons. Ce qui est loin d'être évident, c'est quelque chose d'un phénomène assez extraordinaire quand on y réfléchit, puisque la différence entre un I et un A, c'est la position de votre langue dans votre palais. Si vous faites I, votre langue est très proche de votre palais. Si vous faites A, elle est très basse dans votre bouche. Et toute la variation I et A, tout ça, c'est juste une position de votre langue. Et le bébé doit inférer ça, observer ça, simplement en observant la bouche des gens autour de lui. Donc il va commencer à émettre des sons et il va commencer à tester des mots. Et c'est pas complètement un hasard si le premier mot de l'enfant, c'est souvent maman. Et en fait, c'est même plutôt à rebours, c'est que si ça c'est devenu le mot qui désigne maman, c'est que c'est souvent le premier mot que font les bébés, puisque vous avez le mam, 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 qui est vraiment la consonne bilabiale où on bloque les lèvres pour faire un son, et le A où on a la bouche plus grande ouverte pour faire mam, mam, mam. C'est des variations de ça, vous l'avez dans presque toutes les langues du monde, que ce soit mama, mam, ama, vous retrouvez toujours ces premiers sons qui sont là. Et donc l'enfant va commencer à émettre des mots, tenter des mots, et il va réagir en fonction de réaction des adultes autour de lui. Si quand il dit mama, tout le monde s'extasie et s'approche, il dit ah, là je suis sur quelque chose. Et il va pouvoir continuer à tester de plus en plus de mots. Ça, c'est en général entre 1 et 2 ans, l'enfant va commencer, expérimenter, tester des mots. En général, on a une progression de vocabulaire qui est limitée. Après, alors, d'énormes variations d'un enfant à l'autre, mais sur les grandes normes, c'est-à-dire sur les grandes régularités statistiques, on est à peu près sur cette période-là. Donc, entre 1 an et 2 ans, l'enfant se construit parfois une cinquantaine de mots dans son vocabulaire, dans cet ordre de grandeur-là. Par contre, en parallèle, sa compréhension du langage, elle, se développe de façon extrêmement rapide. Quand l'enfant arrive à 2 ans, il est capable de très bien comprendre ce qu'on lui dit, alors qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est d'ailleurs souvent une des raisons ce qu'on appelle les terrible twos en anglais, la crise des 2 ans. C'est souvent lié à cette disjonction, cet écart entre sa capacité à comprendre ce qu'on lui dit et son incapacité à s'exprimer. Quelque chose d'extrêmement frustrant pour les enfants et qui peut parfois, du coup, effectivement, amener à des colères, des compréhensions, des difficultés. Et à partir de 2 ans, il y a une maturation cérébrale qui s'est mise en place et on va avoir normalement, qui met à nouveau autour de normalement, une explosion du langage entre 2 et 3 ans. Où là, tout d'un coup, le vocabulaire s'accroît considérablement. L'enfant commence à faire des proto-phrases, donc à combiner des mots ensemble. Pour le cas de mon fils, par exemple, il y avait les trams, il y avait le tram bleu et le tram à fleurs, et c'est vers 2 ans qu'il commençait à dire tram bleu, tram fleur. Et c'était le début donc on commence à avoir de la syntaxe, c'est-à-dire de la combinaison de mots ensemble. On commence à avoir des adjectifs, on commence à avoir des verbes, on même commence à avoir de la conjugaison. Et presque toutes les catégories grammaticales vont être utilisées. L'enfant va commencer à faire des surrégularités. C'est là où vous allez avoir j'ai tombé, j'ai pendu. Donc, l'enfant se rend compte qu'il y a une régularité dans le langage et il n'a pas besoin qu'on les lui donne toutes, il va essayer de les appliquer autour de lui. Et c'est en testant ces régularités que son cerveau a perçues qu'il va voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. À 3 ans, quand il arrive en classe 3-6, le langage de l'enfant est normalement quasiment complet. Il n'y a pas vraiment de structure grammaticale manquante. Chez certains enfants, il est plus développé que d'autres, mais vous pouvez tout à fait avoir des enfants qui arrivent, qui vous font déjà des phrases avec des phrases complexes, avec des propositions subordonnées, qui peuvent utiliser même le subjonctif, on en fait tout un cas, mais c'est quelque chose qui est assez intuitif et naturel dans le langage. Donc à 3 ans, vous avez un langage qui est quasiment complet, un peu de la même manière d'ailleurs que le corps de l'enfant à 3 ans est complet. Tout ce qui va rester maintenant, c'est à le perfectionner. Il y a encore une grande marge de perfectionnement à faire, mais le langage oral de l'enfant à 3 ans est quasiment complet. Donc avant 3 ans, c'était vraiment l'absorption du langage et l'explosion du langage parlé. C'est ça. On va vraiment avoir cette phase cruciale de l'explosion du langage, elle est de 0 à 3 ans. Mm. C'est un peu ce que décrit Maria Montessori quand elle parle des plans de développement, c'est que le premier sous-plan, que ce soit 0,3, que ce soit 6,9, que ce soit 12,15, c'est toujours la phase d'apparition, d'acquisition des nouveaux pouvoirs de ce plan, des nouvelles capacités de ce plan. C'est le début de la mission de ce plan, d'une certaine manière, qui est l'essentiel de l'acquisition est terminé au milieu du plan. Et la deuxième partie du plan, c'est une période de raffinement, de consolidation, de perfectionnement.
Donc là, l'enfant a 3 ans, il arrive dans une ambiance 3-6 et il doit se perfectionner. Exactement. Et notre environnement, alors, combat personnel, j'en profite pour dire, je n'aime pas du tout le terme d'ambiance, qui est une mauvaise traduction de l'italien. Normalement, on devrait parler de milieu ambiant et donc d'environnement. Enfin, dans le monde Montessori anglophone, on parle de environment. Et Mhm. c'est dans mes combats personnels, un jour, peut-être, on arrivera à se débarrasser d'ambiance. Je ne retiens pas mon souffle, mais on ne sait jamais. En tout cas, il arrive dans un environnement préparé 3-6. Et notre rôle à nous, en tant qu'éducateur, que guide dans la classe 3-6, va être de contribuer à ces perfectionnements, à cette élaboration. On va le faire, il y a toute une partie de notre travail qui concerne donc le langage oral, et on va continuer à alimenter le langage oral de cet enfant. Il est vorace de nouveaux mots, de nouvelles structures, et une grosse partie de notre travail va donc être dans un premier temps de le nourrir, avec des cartes d'images classifiées, avec des histoires, avec le jeu des sons, on va travailler sa conscience phonologique. On va moins la travailler, on ne va pas vraiment aider l'enfant à reconnaître de nouveaux sons, mais plus à avoir conscience des sons qui composent sa langue. Donc le jeu des sons, hein, je rappelle, c'est j'ai une clé, j'ai un feutre, qu'est-ce que j'ai dans les mains qui commence par feutre. Et surtout à travers ce jeu des sons, on va l'emmener petit à petit à la décomposition d'un mot en ses différents phonèmes. Donc dans feutre, j'entends f, t, r. Dans clé, k, l, et, qui va être le point de départ de l'écriture pour l'enfant. Avec donc le jeu des sons, on travaille sur ceci. Avec le jeu des questions, on commence la base de la syntaxe et de la grammaire. Le jeu des questions, je forme rapidement, hein, c'est Céline regarde la télé. Euh, Céline fait quoi avec la télé? Céline regarde la télé. Qui est-ce qui regarde la télé? Céline regarde la télé. Céline regarde quoi? La télé. Quand est-ce que Céline regarde la télé? Pourquoi est-ce que Céline regarde la télé? Bref, on va partir d'un noyau de phrase, on va réfléchir à sujet, verbe, objet, et on va après le développer et le compléter de plus en plus. On fait de façon strictement orale, mais qui va poser les bases de l'analyse grammaticale qu'on fera ensuite dans le deuxième plan en 6-12. Donc, on va raconter des histoires, on va lire des poésies, on va chanter des chansons, on va continuer à donc nourrir et alimenter le langage de cet enfant à l'oral, on va lui apprendre à s'en servir. Savoir une des activités en 3-6, par exemple, c'est d'avoir une discussion avec l'enfant. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais pourtant, un enfant, avoir une discussion, c'est-à-dire je parle, tu réponds, tu pas réponds, je réponds, en restant sur le même sujet, c'est pas une compétence immédiate que les enfants ont. Les enfants savent parler, c'est-à-dire ils savent lancer des mots à l'extérieur, à tort et à travers, mais la capacité à interagir, à rester sur le même sujet, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec eux. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il ne faut pas oublier parce que comme ce n'est pas une conversation et ce n'est pas un matériel à proprement parler, voilà, on ne peut pas mettre une conversation sur un plateau sur Oui. l'étagère, je pense qu'on peut avoir tendance à oublier l'importance des conversations. C'est un des gros problèmes qu'on va aussi avoir en 6-12 d'ailleurs, c'est que en 6-12, le matériel de grammaire, il est beau, il est riche et il est complet, mais c'est, je sais pas, un quart de ce qu'on devrait faire en langage avec les enfants. On doit travailler sur la littérature, la poésie, le théâtre, le langage oral, qui effectivement n'existe pas sur l'étagère. Et donc, loin des yeux, loin du cœur, exactement comme vous le dites, on a parfois un peu tendance à oublier toute cette dimension orale qui est pourtant absolument cruciale dans le développement des enfants. Donc, on travaille sur l'oral, et on va petit à petit préparer le passage à l'écrit, qui est pour nous un des gros enjeux du 3-6. Est-ce que c'est possible pour les enfants d'apprendre à travailler sur l'écrit? Oui, ça se fait bien, c'est même assez simple. C'est les classes Montessori, maintenant, c'est quelque chose qui est assez évident pour nous que le bon âge pour apprendre à lire et écrire, c'est entre 3 et 6 ans et pas après 7 ans. Si historiquement on l'a fait après 7 ans dans l'éducation nationale, c'est simplement parce que c'est l'âge auquel les enfants allaient à l'école et qu'avant ça n'était pas obligatoire, avant ça n'était pas partout. Donc on a commencé à leur apprendre à lire et à écrire à 7 ans, absolument pas parce que c'était l'âge correspondant, c'est juste parce que c'est un héritage historique. Mais pour les enfants, ça se fait bien. Au niveau neurologique, on sait que la capacité à lire et à écrire, ce sont les mêmes zones du cerveau qu'on utilise pour reconnaître les symboles et les schémas, qui sont des choses qui sont extrêmement ancrées dans notre biologie. C'est ce qui nous permet de reconnaître les visages, par exemple, c'est presque les mêmes zones du cerveau qui sont mobilisées, mais qui nous permet aussi, dans la nature, de reconnaître des traces d'animaux, d'arriver à associer symboliquement une trace sur le sol avec l'animal qui correspond, une griffure sur un arbre avec quelque chose. Et ce sont les mêmes zones du cerveau. C'est vrai qu'on fait un peu moins de trac dans la savane aujourd'hui qu'il y a 200 000 ans. Par contre, on est plus souvent en train de regarder tous ces petits symboles un peu partout.
et l'âge de la plasticité cérébrale qui permet le plus facilement de réassocier différentes aires du cerveau aux enfants, c'est le bon moment, c'est entre 3 et 6 ans. Mm. Vous voulez qu'on détaille un peu plus comment est-ce qu'on va aller vers l'écriture et la lecture ou Oui, ouais, c'est super intéressant, même si on va pas jusqu'à la fin du 6-12, c'est pas grave. Je crois que Stanislas Dehaene appelle cette partie du cerveau la boîte aux lettres du cerveau, il me semble. Ouais, Mais c'est si je dis pas une du jolie tout. façon de le dire. La difficulté qu'on a avec le cerveau, c'est que c'est un organe extraordinairement complexe. On sait que voilà, en termes de la connexion possible, des passes nombre d'atomes dans l'univers, tout ce genre de choses, etc. Ça veut dire que fondamentalement, c'est un système chaotique. On ne peut pas prédire exactement tout ce qui va se passer dans le cerveau. On ne peut pas modéliser un cerveau sur ordinateur. La façon dont les neurologues déterminent que telle zone ou telle zone est impliquée dans telle ou telle activité, ben pendant longtemps, ça a été par défaut, c'est-à-dire, en gros, quelqu'un a pris un coup, il a un trou dans le cerveau, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est Ok, ça. si ça ne marche plus, c'est que cette partie du cerveau était utilisée pour cette fonction-là. Ouais. Aujourd'hui, avec l'IRM, on peut avancer de quelque part de façon un peu plus positive, de voir voilà, qu'est-ce qui agit à quel moment, mais on sait globalement que toutes les parties du cerveau sont pratiquement mobilisées tout le temps pour toutes les activités. Une activité comme la lecture, par exemple, au niveau comme une IRM de lecture, vous avez tout le cerveau qui s'éclaire. Vous avez du visuel, vous avez du spatial, vous avez du moteur, enfin vous avez vraiment toutes les parties du cerveau sont mobilisées. Donc, c'est notre boîte aux lettres, exactement ça. Euh, Notre objectif pour apprendre aux enfants à lire et à écrire, qu'est-ce que ça veut dire lire et écrire? Ça veut dire, dans une langue comme le français, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues, mais dans une langue comme le français qui est phonographique, on va avoir donc des dessins qui codent des sons, ça va être justement d'arriver à avoir des sons et avoir un code correspondant. Avec le jeu des sons, donc clé, feutre, etc., on va aider l'enfant à pouvoir découper un mot en son. Ce qui est notable d'ailleurs, c'est que c'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. A priori, de ce qu'on arrive à évaluer, l'unité fonctionnelle dans le cerveau, c'est la syllabe. Notre cerveau, a priori, pense le langage beaucoup plus en syllabes qu'en sons isolés. D'une certaine manière, les langues comme le japonais qui fonctionnent avec des syllabaires, donc un symbole qui code une syllabe, sont plus adaptées au fonctionnement neurologique. D'accord. Juste un rappel d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, voyelle, consonne, les gens ne sont pas toujours. Quand on parle de voyelles orales, c'est pas A, E, I ou U. Les voyelles orales, ce sont les sons dans lesquels les cordes vocales vibrent en continu et qui vont permettre justement d'être le support rythmique d'une syllabe. En français, c'est A, E, I, U, O, U, on, E, E, un, en. Ça, ce sont toutes les voyelles du français. Et les D'accord. consonnes, ce sont tous les autres. Et en lien avec cette définition, une syllabe, c'est une unité rythmique du langage qui est tenue par une voyelle. En français, parce qu'on n'a pas de diphtongue ou de triphtongue comme dans certaines langues, une syllabe contient toujours exactement une voyelle. Et pas plus, pas moins. Hmm. Vous J'ai cherchez un chocolat en cobaye, tête et oui, ça marche. chocolat, voilà. Et quand on syllabe, on va le faire comme ça. Et on va avoir des règles qui s'appellent la phonotactique sur comment est-ce qu'on construit les syllabes en français, qui fait que, par exemple, on préfère en français avoir des syllabes qui finissent par une voyelle. Ce qui fait qu'on va découper nos syllabes, nos mots, parfois en faisant des syllabes qui vont passer d'un mot à l'autre. C'est-à-dire les avions. Le a va être fait en sorte qu'on ait vraiment une consonne voyelle à nouveau à ce moment-là. Hmm. Donc on va essayer toujours de faire en sorte d'avoir ce découpage-là au niveau des syllabes. C'est aussi quelque chose que les enfants acquièrent intuitivement dans cette période-là. Mais pour écrire, c'est pas comme ça. Pour écrire, on a une langue où on code un son à la fois. Donc, entre autres parce que c'est pas naturel, c'est important d'avoir cet entraînement par le jeu des sons à la conscience phonologique pour aider l'enfant à décomposer micro en m, i, k, r, o. Une fois qu'il est capable de faire cette décomposition, eh ben, il faut des symboles. Et c'est là où entrent en jeu nos lettres rugueuses. Donc, par nos lettres rugueuses, on va donner à l'enfant des symboles pour coder les sons qu'il a décomposés dans la langue. Une trentaine de sons en français, du coup, il nous faut une trentaine de symboles. Et tous les sons de l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet ne sont pas pertinentes, puisque par exemple, entre la lettre C, la lettre K et la lettre Q, elles codent le même son.
Mm. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner à ce stade-là aux lettres rugueuses l'enfant, la lettre Q et la lettre K. Elles n'ont Mm. aucun intérêt pour ce qui est de pouvoir écrire. Elles serviront après pour pouvoir écrire au sens graphique du terme, mais ça va se faire seul. Donc, comme on a plus de sons que de lettres disponibles, on va devoir avoir des doubles lettres. Donc, ce qu'on appelle du digramme. Il y a... Alors, je pense que maintenant, c'est en train de disparaître, mais pendant longtemps, on les appelait les phonèmes, d'une façon complètement, d'un glissement de sens. Mm. Mais on va avoir CH qui fait ch, OU qui fait OU. Donc, tout ça, ce ne sont pas du tout des phonèmes particuliers, ce sont des digrammes. Et donc, une lettre rugueuse faite des deux lettres pour correspondre. Au niveau des codes couleurs, en général, elles sont en verte, les digrammes et les digrammes rugueux, alors qu'on va avoir les consonnes et voyelles en rose et en bleu. Parfois inversé d'ailleurs, selon certaines variations historiques. Mais on va donc enseigner par un système de leçons en 3 temps, qui est la technique qu'on utilise tout le temps dès qu'on veut faire mémoriser quelque chose aux enfants, l'association, lettres rugueuses, donc symboles, et les sons qu'on va mettre en place. Quand vous les faites, vous voulez vous assurer, vous les faites 3 symboles à la fois, vous voulez vous assurer qu'ils soient suffisamment contrastés. Donc par exemple, vous ne prenez pas 3 voyelles ensemble, vous ne prenez pas vous voulez idéalement voilà, une consonne occlusive comme S, une consonne occlusive comme P, une occlusive comme S, je me mélange, constrictive comme S, voilà, et une voyelle. Puisque vous allez avoir différentes façons de faire les voyelles, différentes façons de faire les consonnes. Vous avez les consonnes où vous bloquez complètement l'air, comme B, qui Mm. ne dure pas, et les consonnes, vous bloquez l'air et vous le relâchez d'un coup, ce qu'on appelle les occlusives ou les plosives. Et vous allez avoir ensuite les constrictives, ou fricatives, qui sont celles où vous allez réduire le passage de l'air, comme avec donc, une autre gamme de consonnes. Une fois que vous avez donc donné cette série de symboles, la magie va se produire. Déjà, la première magie, c'est que vous n'avez jamais besoin d'enseigner les 34 symboles aux enfants. Vous leur en montrez une dizaine, une quinzaine parfois selon les enfants, donc 4 ou 5 séquences à enseigner des lettres rugueuses aux enfants, et le reste, ils le trouvent tout seuls. Une fois qu'ils ont compris le principe, par absorption, en discussion avec leur père, à l'extérieur, par déduction, les enfants finissent l'acquisition des symboles de lettres rugueuses par eux-mêmes. Mm. Une fois qu'ils ont des symboles à accrocher au son, vous pouvez sortir votre alphabet mobile. Donc, l'alphabet mobile, ça va être ce truc génial. Ça paraît tout bête comme ça de dire les lettres découpées, mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, un peu comme l'enfant à 2 ans, qui comprenait mieux qu'il ne pouvait parler, l'enfant à 4 ans, 4 ans et demi, là on est dans cette période-là, hein, vous voulez vraiment commencer l'apprentissage de lettres rugueuses de la 2e année, donc autour de 4 ans. L'enfant à ce moment-là est à la capacité intellectuelle d'écrire, donc il peut écrire mentalement bien avant d'avoir la capacité graphique de le faire. Mm. S'il devait écrire les lettres, il serait coincé, il serait frustré, et en fait, toute son énergie mentale passerait dans le geste moteur d'écriture et l'empêcherait d'utiliser le geste mental d'écriture qui va être les lettres. Et les lettres rugueuses les lettres mobiles le permettent. Grâce à l'alphabet mobile, il est dégagé de la contrainte du geste et il n'a plus qu'à penser d'une certaine manière. Penser et reconnaître. Et donc, on va commencer à faire écrire l'enfant. On va lui montrer que tout d'un coup, on peut écrire, on peut tout écrire. Je peux écrire nuage rose, N-U-A-J-R-O-Z. Je prends les lettres qui correspondent et je le code comme ça. À ce stade, on massacre l'orthographe avec une allégresse à peine dissimulée. On écrit comme ça vient, on s'en fiche complètement. Il sera tout à fait temps pour l'enfant plus tard de réfléchir à bien écrire, ou en tout cas orthographier correctement. Mais à ce stade-là, le but, c'est ce geste mental de prendre un mot auquel je pense et d'arriver à le découper en une série de sons et de pouvoir coder ces sons par des symboles. Mm. C'est une action extrêmement puissante et riche sur le plan cognitif. Ça nourrit le développement de l'enfant. Oui. Et j'ai une question alors, parce que j'attendais pour vous la poser, parce que tout à l'heure, vous avez bien fait la différence entre un son et des syllabes. Et dans les écoles traditionnelles, en maternelle, les enseignantes travaillent beaucoup avec les syllabes et pas du tout à décomposer un mot en son. Donc, du coup, arriver à ce stade-là, ça serait, enfin, c'est catastrophique si l'enfant n'est pas capable de dire nu, enfin, nu-a-j. S'il fait nu-age, voilà, il peut pas s'en sortir du coup. Alors, il peut s'en sortir parce que le cerveau de l'enfant est très bien fait.
Ouais. mais on lui facilite pas la vie. On lui Ouais. facilite pas la vie dans la mesure où en français, vous avez quelque chose comme, je crois, à peu près 400 syllabes différentes possibles. Donc, ce serait, si on devait utiliser un syllabaire comme le japonais, il nous faudrait à peu près 400 symboles. Mm. Mais notre système à nous est basé, notre écriture, hein, le système d'écriture, il est basé vraiment sur le son. Donc, on Mm. a intérêt à aider l'enfant à développer le son. Une fois Mm. que l'enfant a nu âge, il pourra réfléchir que dans nu, il y a nu. Donc, Mm. c'est pas dramatique non plus. Mais c'est au final assez peu utile de travailler la syllabation dans la Mm. mesure où elle est assez naturelle et spontanée chez les enfants. Mm. Et c'est quelque chose qui va venir seul et qui, de lui-même d'ailleurs, n'aura pas du tout d'impact, que ce soit sur l'écriture, l'orthographe ou autre. La syllabation, elle est pas, c'est quelque chose d'intéressant en soi, mais qui ne va pas avoir de fonctionnalité appliquée derrière. Mm. Donc ça, vous voulez qu'il écrive beaucoup, mais, et là c'est un gros mais, vous voulez que cette écriture soit une expression de lui. Maria Montessori, elle est extrêmement claire là-dessus, sur le fait que ce qui a permis l'explosion d'écriture, quand elle l'a décrit à San Lorenzo, les enfants qui se mettent à écrire partout, c'est parce que d'un coup, les enfants peuvent sortir de leur tête ce qu'ils ont, peuvent pouvoir exprimer leurs pensées et leur conscience intérieure. Et la puissance de l'écriture, c'est ça, c'est de communiquer, c'est de la télépathie matérialisée. C'est je pense à quelque chose, je fais un petit dessin et tout d'un coup, en face, vous savez ce que je pense. Mm. C'est une des énormes, extraordinaires découvertes de l'humanité. C'est un cadeau qu'on fait aux enfants et ils en saisissent la puissance. Tout d'un coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pertinent si vous dégainez des dizaines et des dizaines d'images classifiées avec des cartes et tout d'un coup leur disant vas-y, écris les mots qui sont marqués là. Donc, ouais, moi je suis pas trop en faveur des dictées muettes et de tout ce genre de matériel qui, à mon sens, retarde beaucoup l'enfant et surtout détourne le matériel. Maria Montessori, elle parle de psychogrammaire, elle parle de psychodiscipline au sens de d'aide à la vie, c'est-à-dire de nourrir la pensée de l'enfant. Mm. Et regarder un arbre et écrire arbre, c'est pas quelque chose qui est particulièrement puissant pour la Mm. pensée de l'enfant. Mm. Alors que tout de suite, et d'autant plus, ça va avoir un autre effet pervers, lui de la surutilisation de ces images-là, c'est qu'on coince l'enfant au stade du mot. Or, vous Oui. voulez très vite que l'enfant passe au stade de la phrase. Vous voulez qu'il commence à Ouais. s'exprimer. L'enfant qui est laissé libre avec l'alphabet mobile, ben, il va pouvoir dire j'aime ma maman et écrire ça entièrement. C'est exactement ce que j'ai vécu il y a un an avec un petit garçon qui venait aux ateliers, mais très, très ponctuellement parce qu'il habitait Paris. Et je me rappelle, il était en plein dans l'explosion de l'écriture et il a écrit Je vais chercher papa à la gare. Et là, je me suis dit, ouais, c'est une phrase entière. Enfin, c'est pas. Alors qu'avec les petites images, on les bloque avec au mot. Voilà. Et l'alphabet mobile, il ne faut pas y arriver trop vite. Et c'est-à-dire s'il faut que l'enfant ait vraiment le point le plus critique pour que l'enfant puisse se servir de l'alphabet mobile de façon fructueuse, c'est la capacité à décomposer en sons. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable d'en chercher à la gare, de décomposer ch, r, ch, et, il ne peut pas faire l'alphabet mobile. Mm. Donc c'est sur cette étape-là où il faut vraiment passer du temps avec les enfants et vraiment les entraîner et les exercer à ce découpage des mots en sons, parce que c'est ça qui va permettre tout simplement l'utilisation de l'alphabet mobile. S'il lui manque des symboles, il ira les chercher et il pourra les comprendre. Mm. S'il y a cherche et ch, comment on fait ch, ben, il peut venir vous voir, il peut aller voir un autre Mm. enfant. Ça, Mm. c'est moins critique quelque part. Par contre, s'il n'est pas capable de découper le mot, il est Mm. coincé. Si l'enfant, typiquement, et ça c'est vrai pour toutes les activités Montessori, s'il a besoin que vous soyez à côté de lui pour faire l'alphabet mobile, c'est que c'est trop tôt. Mm. Retournez vous entraîner à faire d'autres activités pour qu'il puisse le faire de façon indépendante. Mm. Donc, une fois qu'il a cette écriture avec l'alphabet mobile, il va, euh, il va pouvoir commencer à écrire. En parallèle, vous voulez qu'il écrive les lettres, qu'il trace les lettres, donc tout l'exercice de calligraphie, avec sur des crayés, avec des grands. Vous travaillez grand d'abord, puis de plus en plus petit. On peut travailler dans le sable, on peut travailler sur la main, on peut travailler dans l'air, il y a plein de choses. Vous voulez assez vite passer au crayon, vous voulez assez vite que l'enfant puisse commencer à travailler sur l'écriture de façon réelle. Alors, je sais que à nouveau, je suis peut-être un peu à contre-courant de ce qui se dit, mais la préparation avec des bouclettes et tout ce genre de choses n'est pas du tout utile. La préparation de la main en classe Montessori, c'est la vie pratique. Mm. C'est toutes les manipulations, toutes les fois où il va tenir les cylindres, toutes les fois où on insiste pour utiliser la pince à 3 doigts pour le faire, toutes les fois où on va tonifier la main de l'enfant. Une énorme quantité des problèmes de calligraphie que vous voyez chez les enfants sont des problèmes de tonicité. Les enfants qui ont les Mm. mains molles parce qu'ils ne s'en sont pas assez servis.
On les a pas fait frotter, serrer, tenir, porter. Donc, tous les exercices de vie pratique, entre autres choses, servent aussi à fortifier la main de l'enfant, lui donner de la tonicité. Ouais. Et ensuite, une grande partie des problèmes de calligraphie se résoudront de même une fois que l'enfant se sert de ses mains. Ouais. Tout ce qui va être motricité fine aussi, même chose, hein, du travail de précision, que ce soit trier des graines, que ce soit la couture, que ce soit la broderie, plein de choses qui vont faire travailler l'enfant de façon précise, vont nourrir sa capacité à calligraphier, donc à bien écrire, à joliment écrire. Au niveau de la tenue du crayon, il y a de 3 à 6 ans, vous voulez éviter la tenue dans le poing, ça effectivement c'est pas idéal du tout. Mais ensuite, les différentes tenues, on va avoir donc entre le pouce et l'index qui pose sur le majeur ou entre pouce, index et majeur qui pose sur l'annulaire. C'est même un système particulier où vous avez le corps du crayon entre le majeur et l'index posé sur le majeur. Tout ça, c'est des bonnes tenues de crayon. En fait, il y a des études qui ont été faites récemment qui disaient que les seuls critères importants pour l'écriture, c'est la fatigabilité et la lisibilité et la rapidité. Et les études tendent à montrer que la tenue du crayon, la façon dont on tient le crayon, n'est pas un facteur pertinent. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va être pertinent, c'est l'entraînement des gens. Les gens peuvent bien écrire ou mal écrire, quelle que soit la manière dont ils tiennent leur crayon. Ça va vraiment être lié à l'entraînement de l'enfant. Donc oui, effectivement, si vous entraînez les enfants à écrire, si vous prenez du temps pour leur faire travailler leur écriture s'améliorera. Il n'y a pas de grande magie là-dedans. Mais il n'y a pas besoin d'être extrêmement, il n'y a pas besoin d'être très rigide ou prescriptif sur la façon dont ils tiennent le stylo. Vous voulez travailler sur la légèreté de la main, sur la tension de la main, mais en dehors de ça, ça va être à eux et à leur pratique de le mettre en place. Nous avons donc des enfants qui peuvent découper les mots en sons, qui peuvent ensuite associer des symboles à ces sons pour composer avec l'alphabet mobile et qui peut-être commencent à écrire certains de ces mots avec des stylos. Et de votre œil affûté d'observatrice dans votre classe Montessori, vous allez vous rendre compte que certains commencent à relire ce qu'ils ont écrit. D'un coup, ils sont là et vous voyez leur bouche qui commence à s'agiter, soit sotto voce parce qu'ils sous-vocalisent, soit plus ou moins à haute voix. Ils sont en train de relire ce qu'ils ont fait. Et là, vous savez qu'ils sont prêts pour la lecture, qu'ils sont prêts pour l'étape d'après. Donc, ça reste quelque chose qui surprend mais qui est important. L'écriture vient avant la lecture en classe Montessori. On apprend d'abord à s'exprimer avant d'arriver à comprendre ce que les autres font. Ce qui est en fait, si vous y réfléchissez, pas tellement surprenant. Quand vous apprenez une langue étrangère, et l'écriture et la lecture, c'est une langue étrangère, c'est une nouvelle façon de communiquer. Quand vous apprenez une langue étrangère, c'est beaucoup plus facile d'arriver à aligner les 3 mots que vous avez appris encore et encore si nécessaire, que de comprendre quelque chose qu'on vous envoie dessus. Votre capacité à exprimer ce que vous voulez exprimer vient avant la capacité à comprendre ce que les autres vous donnent. Même chose pour l'écriture et la lecture. Donc, on va avoir une série d'activités pour formaliser ce décodage de la lecture avec les enfants. Et le premier, ça va être la boîte d'objets. Donc, une boîte contenant des objets, c'est la boîte d'objets, il y a beaucoup de noms Montessori comme ça qui sont pas très très sorciers, dans laquelle vous allez avoir une série d'objets, petites dizaines, dont l'orthographe est purement phonétique. C'est-à-dire que s'ils les écrivaient comme ils les entendent avec l'alphabet mobile, l'orthographe serait correcte. Donc, arc, bol, mur, moto, vis, etc., etc. Et vous annoncez à l'enfant, aujourd'hui, je vais penser à quelque chose. Et vous écrivez le nom. Vous pouvez lui demander d'abord, est-ce que tu sais à quoi je pense? Je pense à un des objets. Et puis, il vous en dit un, il vous en dit un autre. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Attends, je te donne un indice. Vous écrivez le mot de l'objet et vous l'aidez. Il va déchiffrer, tu peux lire les lettres, M, U, R. M, U, R. Est-ce qu'on peut essayer de le faire plus vite? Mur, mur. Et assez spontanément, si l'enfant est mûr, justement, si l'enfant est prêt, si vous avez pris le temps de le voir commencer à faire ce travail sur l'alphabet mobile, ça va assez vite et l'enfant, quelque part, se rend compte qu'il sait lire. L'objectif de la boîte d'objets, c'est pas tellement d'apprendre la lecture à l'enfant, c'est de l'aider à se rendre compte qu'il sait lire. Et de formaliser que oui, ce que tu fais quand tu réassocies les sons rapidement, c'est de la lecture que tu vas pouvoir lire. Et une fois qu'on a donné ça, notre travail va consister à simplement exercer l'enfant en lui donnant
des difficultés croissantes petit à petit pour l'emmener vers ça. Première étape, donc, des mots strictement phonétiques. Dans une deuxième étape, une deuxième clé que vous allez donner, ce sont rajouter les digrammes. Il faut avoir une deuxième boîte d'objets avec des mots contenant les digrammes. Donc vous avez ours, vous avez lion, il y a plein d'animaux dans cette deuxième boîte souvent. Dragon, enfin Cheval. voilà, cheval, lapin, enfin bref. Vous les avez là, ce qui donc vous donne une clé supplémentaire. À ce stade-là, vous avez donc l'enfant qui sait lire un certain nombre de mots, mais pas tous. Partie des mots de la langue française qui ne sont pas encore accessibles. Mais vous voulez qu'il ait de l'entraînement à cette étape-là. Donc vous allez rajouter d'autres cartes pour le faire. Vous pouvez rajouter une clé importante en français, c'est la finale muette. Soit avec une boîte complète, soit avec une liste, mais le fait qu'on ne lit pas toujours la dernière lettre du mot, c'est quelque chose qui est fréquent en français. Donc avec cette clé-là, tout d'un coup, il y a une grande variété de mots qu'il peut faire. Et vous voulez qu'il s'entraîne. Donc vous allez avoir des cartes d'environnement, des petites étiquettes qui désignent des objets de l'environnement. Vous pouvez avoir lavabo, tapis, table, donc c'est tous des mots que vous choisissez parce qu'ils correspondent à ces critères donnés précédemment, donc que l'enfant peut lire à ce stade-là. Des cartes d'action, donc ou râle, siffle, non pas siffle, il y a deux F, mais on pourrait, enfin, chante, roule. Donc tous ces mots-là, où l'enfant va lire la carte et va pouvoir faire l'action correspondante. À ce stade, votre objectif, c'est que l'enfant s'entraîne à déchiffrer pour que le déchiffrage soit de plus en plus rapide et fluide. Une fois qu'il en est là, vous pouvez en parallèle aussi lui donner ce qu'on appelle les mots mystères, les mots énigmes, puzzle words en anglais, selon comment vous les appelez, ou les mots pièges, si vous avez envie de les rendre un peu plus hostiles, mais ils ne sont pas si méchants que ça, c'est pas de vous piéger. Donc des mots qui soit se décodent très mal, qu'est-ce que, par exemple. Allez-y pour déchiffrer qu'est-ce que, comme ça. Ah oui. Mhm. Ou parfois des mots outils qui sont vraiment très réguliers et très fréquents. Le et, par exemple. Mhm. Comment faire pour cela il, elle, des choses comme ça, des choses simples. Vous voulez que l'enfant ait un certain nombre de mots qu'il va mémoriser, et là, oui, de façon globale. Cette question globale ou syllabique, où effectivement, on travaille beaucoup plus sur la décomposition de l'enfant, mais on sait que le lecteur expert lit en grande partie de façon globale. Donc, quand on lit un texte, il y a une partie des mots qu'on ne déchiffre pas, on ne déchiffre plus. On va déchiffrer quelques éléments, on va prendre des indices, et après, on va voir le reste. Oui. Pour moi, le lecteur expert, en fait, il a tellement déchiffré chaque son que, à force, bah oui, il reconnaît le mot, je sais pas, élastique. Mmh. Dès qu'on le voit, on n'a plus besoin de repasser par enfin, etc. Ah, là, c'est ça que vous voulez dire, on le reconnaît de manière globale, parce qu'on a tellement déchiffré que maintenant, c'est comme si on Oui, l'avait pris en photo, quoi. exactement, comme des idéogrammes. Hmm. Et on a parfois besoin, voilà, on va lire peut-être une ou deux lettres et on va inférer la suite. Alors que si c'est un nom de médicament ou un nom de dinosaure, là, on va avoir besoin de déchiffrer à nouveau. Exactement. D'accord. C'était tout l'enjeu de la méthode globale, c'est que quand on s'est rendu compte de ça dans les années 60-70, que les experts ne déchiffraient pas, mais disaient de façon globale, la question pédagogique, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, emmener directement les enfants à cette étape? Se dire qu'après Ah. tout, puisque en Chine ou dans toutes les langues idéographiques, on enseigne directement des idéogrammes, donc des images complexes de mots, et que les enfants apprennent à lire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça aussi en français? Donc apprendre uniquement à reconnaître les mots de façon globale. Ça peut marcher, ça marche moins bien dans la mesure où notre langue est vraiment faite pour le déchiffrage, et d'une certaine manière, nous, en Montessori, ce qu'on dit, c'est que donnez les deux aux enfants, montrez-lui les différentes possibilités, et dans un certain nombre de cas, donc dans certains mots-outils comme ça, oui, c'est pertinent de les apprendre de façon globale pour l'enfant. Parce que quand vous lisez qu'est-ce que, non, en vrai, vous n'êtes jamais en train de déchiffrer QEST, vous le lisez de façon globale. Donc, vous donnez ça aux enfants pour qu'ils puissent le faire. D'accord. À ce stade, vous pouvez créer des petits livres vous-même. Il y en a quelques-uns dans le commerce, mais c'est assez facile. Nous, on entraîne nos étudiants à fabriquer eux-mêmes des livrets à proposer aux enfants. Donc, des livrets de 3-4 pages avec une ou deux phrases par page maximum, avec une petite illustration, pour déjà montrer à l'enfant qu'ils peuvent lire un livre. C'est un sentiment donc, de puissance et d'accomplissement pour eux. Et ensuite, on va ouvrir la boîte de Pandore, qui est ce que vous évoquiez au début, c'est-à-dire la notion de graphie complexe, qu'on peut aussi parler des homophonies, donc toutes les façons d'écrire les sons. Nous, on a une grosse boîte avec une pochette par son. On va avoir une pochette pour on, une pochette pour s, une pochette pour non pas pour f, par exemple. Et à l'intérieur, on va avoir un petit livret qui va contenir toutes les graphies, toute une série de mots, par exemple sur f.
On va avoir toute une série de mots où on va avoir f qui s'écrit PH. Toute une série de mots avec f qui s'écrit F. Une série de mots où f s'écrit FF. Et à chaque fois, le mot dans ce livret est régulier, sauf pour cette graphie particulière. La Ouais. graphie particulière est écrite en rouge et tout le reste est écrit en noir. Donc l'enfant sait que, ah, je suis dans la pochette des F. Je sais que ce qui est en rouge fait F. Donc là, si je lis téléphone, je pourrais le faire sans difficulté. Ah oui, régulier pour les autres sons, pour pas qu'il y ait deux Régulier pièges pour à les la autres fois. sons. Exactement. Il n'y a qu'un piège à la fois, qu'une seule difficulté plutôt que piège Ok. peut-être à la fois. Et on va le faire comme ça. Et de cette manière-là, l'enfant va, même principe que pour les lettres rugueuses, on ne les présente pas tous. On ouvre à l'enfant la possibilité de dire tu sais. Il y a différentes façons d'écrire les sons. Et ensuite, l'enfant va pouvoir les construire. Et il va pouvoir les lire, il va pouvoir les comparer. À ce stade-là, il peut s'entraîner, il peut les mélanger, il peut se faire des dictées avec d'autres enfants. Mais une fois qu'on lui a donné cette clé de dire qu'il y a différentes graphies pour les sons, là, il n'y a plus de limite. On a fait exploser le plafond, il ne reste plus que le ciel et l'espace à explorer. Et vous voulez que l'enfant, justement, explore. Là encore, retour à nos questions de ce genre d'activité, par exemple. Bah, trop souvent, je le vois, quand dans certaines classes Montessori auxquelles je rends visite, je le vois en 3 ou 4 versions, ce matériel. Cette idée des graphies complexes, vous allez avoir une façon de le faire, puis une autre façon de le faire, puis encore une façon de le faire. C'est trop. Donnez une clé à l'enfant et laissez-le s'en débrouiller ensuite. Faites confiance à son intelligence et à son esprit absorbant. Une fois que vous lui avez donné cette idée, si les ressources sont là, il ira les chercher. Vous n'avez pas besoin de lui présenter 5 fois la même notion. Ouais. Et une fois qu'il l'a, vous voulez ensuite qu'il continue à lire beaucoup et qu'il passe, vous voulez même d'abord toujours à l'échelle du mot, des cartes d'environnement, mais avec tous les objets de l'environnement, des cartes d'action avec tous les objets toutes les actions possibles, mais maintenant aussi tout ce qui va être justement les étiquettes de vos lectures classifiées, vos nomenclatures, vos livrets de définition que vous découpez ensuite en différents morceaux, vos noms de pays que vous lui avez enseigné, mémorisé, maintenant il va pouvoir les placer sur la carte. Les parties des animaux, si vous avez des puzzles avec les parties des animaux. Donc, tout ce que vous pouvez lui faire lire, faites-lui lire. Tout le travail sur l'étude des mots, donc préfixe, suffixe, homonyme, homophone, antonyme, tout ça, faites-lui lire. Le début de l'analyse logique de phrases, où on commence à poser les bases de syntaxe, avec nos sujets, nos verbes, nos COD, avec donc tout le matériel, toutes les phrases qu'on va découper. À ce stade, on pose des graines qui écloront peut-être en 6-12. On ne donne pas de terminologie grammaticale. On veut juste que l'enfant lise. On va poser tous les débuts de grammaire, on va commencer à parler nom, on va commencer à symboliser nos déterminants, nos adjectifs, nos verbes, nos interjections, nos prépositions. Mais fondamentalement, notre seul objectif premier, c'est que l'enfant lise encore, encore et encore. Mm. Et tout ça, idéalement, nous emmène à un enfant qui, quand il arrive à 6 ans, est lecteur. Pour Maria Montessori, elle précise ce qu'elle entend par lecteur, puisque quand on parle de lecture, il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est un niveau de déchiffrage, donc vraiment où l'enfant en est au stade où il a compris l'idée, il a compris le concept, il va associer les symboles au son ensemble, et il va, un mot à la fois, décrypter le sens. Puis on a un niveau de lecture fluide, où donc l'enfant maintenant n'est plus bloqué par la mécanique, il va pouvoir passer d'un mot à l'autre. Et ce que Maria Montessori vise, c'est ce qu'elle appelle la lecture totale, où l'enfant va pouvoir véritablement rentrer en interaction avec le texte. Il va pouvoir ressentir de l'émotion pour le texte, il va pouvoir être ému, il va pouvoir vraiment avoir une conversation avec l'auteur à travers le temps, à travers la distance. Et cette lecture totale, elle est possible une fois qu'il y a fluidité dans la mécanique. Donc, en 3-6, on veut vraiment, vraiment mettre l'accent sur cette fluidité. On veut que l'enfant lise des livres, que l'enfant lise toutes sortes de choses pour qu'il arrive là à un bon niveau de lecture à 6 ans. Et quand vous dites on veut, c'est parce que c'est le bon moment, parce que c'est grâce à la période sensible du Exactement. langage, c'est le bon moment, quoi. Parce que ça sera facile, parce que ça sera simple, parce que tout ce qu'on n'aura pas fait en 3-6, tout ce que l'enfant n'aura pas acquis en 3-6, sera beaucoup plus laborieux à mettre en place en 6-12. Parce que l'enfant en est demandeur. Les enfants ont envie de lire, ont envie de comprendre, ont envie de savoir. Mm. Si c'est fait de façon positive, paisible, sans pression ou autre, c'est quelque chose pour lequel les enfants sont normalement très demandeurs. Oui. Ouais. Génial. Là, vous nous avez tout. Enfin, c'était passionnant. Là, on a revu tout le 0,6 en fait, hein, Grosso modo, 0,3 ouais. et 3,6. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde le 6,12 pour une autre fois. Je vous inviterai une seconde fois parce que j'aimerais quand même que vous ayez votre pause déjeuner avant de réattaquer l'après-midi. C'est gentil. Et mais en tout cas, voilà, c'est déjà réentendre tout ça, ça fait vraiment du bien.
Il y avait plein de petites subtilités que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment intéressant et je suis sûre que les auditeurs vont vraiment profiter. Donc si vous êtes d'accord, on va terminer cet épisode par les 3 questions que je pose habituellement. Très bien. Déjà, une citation. Est-ce que vous auriez une citation à partager? Une citation, une citation, une citation. Citation. Oui, tiens, une citation, pas de Maria Montessori directement, mais d'une collègue formatrice à moi que j'aime beaucoup à propos de l'observation, donc Hélène Levitz, qui est formatrice dans le Nord-Ouest Pacifique, et qui disait que les éducateurs qui se plaignent de ne pas avoir le temps d'observer dans la classe, ce sont comme des conducteurs de voiture qui se plaindraient de ne pas avoir le temps de regarder la route parce que c'est trop compliqué de tourner le volant et de passer les vitesses. J'adore les métaphores et celle-là, je l'avais jamais entendue, elle est extraordinaire. Et donc le nom de votre collègue formatrice, Hélène? Hélène Lebitz, Lebitz. D'accord, super. Ah, génial. Et est-ce que vous auriez un livre à partager? Alors, il y en a déjà beaucoup qui ont été cités sur le podcast, mais ben, peut-être un livre en anglais? Alors, en anglais ou pas? Alors, non, je proposais autre chose, qui est un de mes livres préférés et qui est, je trouve, je ne sais pas s'il est essentiel, mais il est très intéressant pour les gens qui font du 6-12. On le range en bande dessinée, et il est quelque part entre les deux. C'est Alpha, de Jens Harder, Jens, plus loin, Harder, Alpha. Et c'est un ouvrage magnifique qui reprend grosso modo du Big Bang jusqu'à l'arrivée des humains. Et les dessins sont très beaux. Et il mélange tout le temps dessin réaliste avec un tout petit peu de texte, aussi réaliste qu'on peut l'être quand on essaie de dessiner la formation des atomes. Et il mélange avec des liens avec de la culture contemporaine, avec des représentations symboliques, avec des représentations mythologiques. C'est un ouvrage extrêmement riche et très très bien si on veut s'approcher de l'éducation cosmique. Mm, génial. Et on va terminer ben, soit par un coup de cœur, soit par un coup de gueule. Ah, un coup de cœur ou un coup de gueule. Comme ça, là, à brûle pour point. Ouais. Je suis bien embêté pour vous dire ça. Euh, un coup de cœur ou un coup de gueule. Je suis plus au coup de cœur, je préfère les choses positives. Mais j'ai rien tout de suite là qui me vient. Si, la mission Artemis, où on est enfin de nouveau le génie de l'humanité. On a réussi à faire un tour de la Lune et on va peut-être pouvoir revenir bientôt. On a eu des images là, magnifiques de la Lune, quand ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu des images comme ça. Donc, oui, ça c'était un beau coup de cœur d'un beau projet qu'on a encore réussi à mener. Eh ben, un immense merci Adrien pour voilà tout ce partage là fabuleux. Et si vous êtes d'accord, eh ben, on se retrouvera dans quelques mois pour avancer sur le 6-12. Parfait, à bientôt.